Bonne fin de soirée. La lettre de l'auteur de la tuerie de la Polytechnique a été rendue publique. Le contenu de cette lettre, retrouvée sur Marc Lépine le soir du drame, le 6 décembre 1989, avait été tenu secret par les policiers. Mais la journaliste Francine Pelletier a obtenu copie qu'elle a publiée aujourd'hui. Outre sa haine contre les femmes qui auraient gâché sa vie, Lépine entretenait une antipathie profonde pour les politiciens. La diffusion de ces informations à la une de la presse, un an après la tragédie, pose à son tour un problème d'éthique. Doit-on ou non rendre public de telles informations? La presse soutient que le contenu de la lettre devait être publié, puisque plusieurs mois après le drame, on était encore réduit à des spéculations. Ça faisait longtemps qu'il mijotait son coup, et ça non plus, c'était pas sorti. Et finalement, je pense qu'on peut déduire par cette lettre-là que la Polytechnique, c'était une idée de dernière minute chez Marc Lépine. C'est-à-dire que rien n'indique dans sa lettre qu'il s'en va à la Polytechnique. Je pense que s'il l'avait su, il l'aurait dit. Ce que sa lettre indique, c'est qu'il s'en va chez les femmes qu'il nomme. C'est important de préciser que c'est pas confirmé, l'authenticité de la lettre. Mais c'est clair qu'indépendamment de ça, à mon avis, ça relance le débat de l'influence des médias sur la propagation, la contamination de la violence. Le quotidien a choisi volontairement de taire une partie de la lettre, celle où l'on retrouve le nom de 19 femmes que Lépine aurait voulu abattre, mais qu'il n'avait pu faire faute de temps. Francine Pelletier, qui a obtenu copie de la lettre, était du nombre des femmes visées par Lépine. Oui, j'avoue que j'en ai davantage de crainte aujourd'hui que j'en avais il y a un an, après la Polytechnique, parce que ça m'apparaissait absolument invraisemblable, il y a un an, qu'il puisse y avoir un autre Marc Lépine tout de suite après qu'on ait vécu Marc Lépine. Pourquoi est-ce que les noms des 19 femmes n'ont pas été publiés? Il a été dit que c'était parce que l'information n'était pas d'intérêt public. On peut se demander si, justement, on n'a pas conclu qu'il y avait un danger pour ces femmes-là, donc un risque de passage à l'acte de d'autres individus. Ce que la lettre nous apprend de plus, c'est que Lépine a eu plusieurs échecs au cours de sa vie et que son intention de se suicider était très claire. À quel point ce type-là se percevait comme un raté, quelqu'un qui avait échoué et qui avait développé une haine profonde de lui-même. En fait, Lépine affirmait que les féministes auraient toujours voulu conserver les avantages des femmes tout en s'appropriant ceux des hommes. Des propos rendus publics à quelques jours de l'anniversaire de cette tragédie qui a coûté la vie à 14 femmes, victimes, bien malgré elles, d'être des femmes. José Cloutier, Le Grand Journal. Un accident spectaculaire a fait une victime la nuit dernière à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de la métropole. Une femme est morte sur le coup, alors qu'une autre a été grièvement blessée. Les deux autres passagers s'en sont sortis avec des blessures mineures. Il aura fallu l'aide d'une vingtaine de pompiers et ambulanciers pour secourir les deux passagères. Les deux hommes, eux, s'en sont tirés avec des blessures mineures. L'un d'eux a alerté les policiers qui n'ont mis que quelques minutes à se présenter sur les lieux. L'accident est survenu à l'angle de la rue Notre-Dame et du boulevard Tricentenaire. La voiture circulait direction est sur Notre-Dame quand la conductrice a heurté un bloc de ciment. Sous l'impact d'une force extraordinaire, la masse de béton s'est déplacée et le véhicule a plongé dans un trou de 3 mètres où la ville tient des travaux d'aqueduc. Les sauveteurs ont mis plus d'1 heure à dégager le corps des femmes. Ils y sont parvenus à l'aide de mâchoires de survie. La conductrice est décédée sur les lieux. Elle était âgée de 31 ans. L'autre jeune femme que l'on aperçoit ici dans une position plus que précaire repose aux soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il semble que les 4 passagers venaient tout juste de quitter un bar quelques instants avant le tragique accident. Soulignons que dès le mois de décembre, la police de la CIUM mènera plusieurs opérations de détection de l'alcool au volant dans différents secteurs de la ville. Gilles Choquette, Le Grand Journal. Ici Julie Vaillancourt. Combien gagnent les crieurs qui vendent des journaux la nuit dans la rue? C'est ce que vous saurez en restant à l'écoute du Grand Journal. À Québec, la question constitutionnelle a retenu l'attention, même si elle n'était pas prévue à l'ordre du jour de la première journée du Conseil général du Parti libéral du Québec. D'ailleurs, le président Jean-Pierre Roy a invité les militants à poursuivre leur réflexion dans le calme, le réalisme et la lucidité. C'est qu'au mois de mars, le Congrès national devra trancher. Et selon M. Roy, la décision qui sera prise sera historique.
Le ton était franchement nationaliste dans les couloirs du Conseil général du Parti libéral. Et dès le départ, les jeunes ont voulu montrer la voie en rappelant leur décision de réclamer tous les pouvoirs pour le Québec. L'échec de Mich est historique et il appelle un virage tout aussi historique de notre parti. Le congrès du mois de mars prochain sera probablement, vous le savez, le plus important de l'histoire du parti. La plupart des députés et des ministres demeurent cependant très prudents. Le Parti libéral n'est quand même pas souverainiste, même si le mot circule allègrement au sein du parti, et même si les députés se disent étonnés de voir jusqu'où certains vieux militants sont prêts à aller. Certains, comme Guy Bélanger, un député de l'aile nationaliste, vont même jusqu'à dire que la tendance forte actuellement au PLQ s'exprime vers la souveraineté. Ça fait 30 ans qu'on se fait dire des noms en répétition, alors ça nous a pris 30 ans à comprendre. Vous savez, et je pense qu'on a été loyal, on a fait tous les efforts, on n'a jamais fait des demandes exagérées. Je n'ai pas dit non à la souveraineté totale, comme je ne dis pas non à la souveraineté association. C'est des mots, c'est des thèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses dans le pratique que les Québécois sont capables d'assumer. Responsable du comité constitutionnel du parti, Jean Allaire constate que le débat se fait somme toute sans passion et que les opinions ont peu changé depuis l'échec de Mich. Un courant de fond frappe le Québec, disent certains ministres, sous le couvert de l'anonymat, et le Parti libéral n'y échappera pas, disent-ils. Les éléments fédéralistes du parti ne sont pas d'accord. Il faut attendre, disent-ils, que les délégués parlent vraiment. On parle de souveraineté. Moi, je ne parle pas de souveraineté. Je parle d'un Canada renouvelé, aller chercher des nouvelles ententes et renégocier de nouveau, s'il faut, encore une fois, comme qu'on a fait au lac Mich. Tout ce débat se fait en l'absence de Robert Bourassa, à qui tous les militants ont voulu souhaiter un prompt rétablissement. Mais s'il y a un consensus au sein de ce parti, c'est bien qu'il est le seul homme qui peut diriger les libéraux dans ce débat. Il est l'homme de notre parti et il est en cette période cruciale de notre histoire, l'homme du Québec et l'homme des jeunes libéraux. Et il me disait, je suis comme un lion dans une cage. On attend donc que le retour de Robert Bourassa pour gagner sur un terrain politique qui risque de ressembler de plus en plus à celui du Parti québécois. Denis Leduc, Le Grand Journal, à Québec. Pour leur part, les employés d'entrepôt de la SAQ viennent de remporter une première manche dans le conflit de travail qui les oppose à la Société d'État. Après 7 semaines de grève et un jugement de la Cour supérieure ordonnant à la SAQ de cesser d'utiliser les briseurs de grève, le syndicat entreprend maintenant une poursuite d'1 million de dollars pour les infractions commises par le Code contre le Code du travail. Dans un deuxième temps, le syndicat se présentera de nouveau devant les tribunaux pour dénoncer l'existence d'entrepôts clandestins. Conséquence, les succursales risquent de se vider plus rapidement. Il va y avoir moins de vin, moins de marques sur les tablettes. Il se livrait 175 000 caisses dans les succursales qu'on parle. Il y aura peut-être une livraison de 20 000 caisses. Donc, c'est sûr que ça va se traduire par un manque. Mais ce qu'on espère, compte tenu que la société viole la loi, que le gouvernement va prendre peut-être le dossier en main, on espère régler avant Noël, je pense. Au 31 décembre, date limite prévue à la loi, 30 000 couples mariés devraient s'être soustraits à la loi 146 sur le patrimoine familial si la Cour au notaire maintient son rythme. Le 28 octobre 1990, 24 763 couples mariés avant le 1er juillet 1989 avaient décidé de s'exclure de la loi. Au moment de l'entrée en vigueur de la loi 146, on estimait qu'1 % des couples québécois s'y soustrairaient, mais à la fin d'octobre, on approchait les 2 %, ce qui dépasse largement les prévisions. Au retour, plus de 27 millions de Polonais voteront demain pour le premier président élu au suffrage universel. Plus de détails après la pause. C'est aujourd'hui que plus de 5 000 Canadiens d'origine polonaise se prononçaient en vue de la première élection libre au suffrage universel du président de la Pologne. À Montréal, le scrutin se déroulait au consulat polonais où les responsables n'ont pas voulu prédire le taux de participation. Justement, c'est demain que les 27 millions d'électeurs polonais se rendront aux urnes pour désigner leur premier président élu au suffrage universel. 6 candidats sont en lice, dont Tadeusz Mazowiecki, l'actuel premier ministre, et Lech Walesa, président du syndicat Solidarité. Selon un sondage, Lech Walesa recueillerait 38 % des voix, alors que Tadeusz Mazowiecki, 23 %. Si aucun candidat ne recueille 50 % des voix, les 2 candidats les mieux placés s'affronteront lors d'un second tour le 9 décembre. Toujours sur la scène internationale, le président irakien Saddam Hussein a autorisé 10 otages britanniques à quitter l'Irak en compagnie de leurs épouses actuellement en visite au pays. Les autorités de Grande-Bretagne estiment à 800 le nombre de Britanniques retenus contre leur gré, dont 300 sur des sites stratégiques. Plus tôt aujourd'hui, Hussein avait annoncé la libération d'un nombre indéterminé de ressortissants italiens.
Pour sa part, le ministre des Affaires extérieures du Canada, Joe Clark, est arrivé aujourd'hui en Jordanie pour une visite de 24 heures. Il s'est entretenu avec le roi Hussein. M. Clark a affirmé que la coalition anti-irakienne est en train de donner une chance à la paix. Selon lui, le déploiement des forces dans le Golfe vise à persuader le président Hussein de se retirer pacifiquement du Koweït. Il doit quitter Amman demain matin pour le Caire. En Grande-Bretagne, maintenant, les rumeurs vont bon train sur l'avenir de Margaret Thatcher. Elle pourrait devenir la présidente de la Commission européenne, selon un journal britannique. Le Sunday Times affirme par ailleurs que la Dame de Fer quittera jusqu'à son siège de député si Michael Heseltine devient Premier ministre. Rappelons que M. Heseltine a provoqué la chute de Margaret Thatcher en posant sa candidature à la direction du Parti conservateur. De retour chez nous, tous les jours, les travaux exécutés dans les rues de la métropole par la Ville de Montréal perturbent la circulation automobile. On peut toutefois se consoler et être patient, car il y a un tronçon de la rue Notre-Dame qui est fermé, lui, depuis 3 ans. Au printemps 87, la Ville de Montréal décide de fermer une partie de la rue Notre-Dame dans l'est de la métropole à cause de la rouille. Le problème provient de ce pont situé entre les rues Berry et Montcalm. Les ingénieurs de la Ville jugent la structure insécure, parce que les poutres d'acier sont rongées par la rouille et le béton de la structure se désagrège. Aujourd'hui, le pont reste fermé à la circulation, ce qui force les automobilistes à emprunter la rue Saint-Antoine pour se diriger vers l'est. Même les piétons doivent éviter l'endroit. La construction du pont date du début du siècle, alors que le Canadien Pacifique opérait une immense gare de triage dans ce secteur. CP s'est débarrassé du pont en 1984 et la Ville de Montréal est propriétaire depuis. Les travaux de réfection sur le pont resteront en suspens pour encore quelques temps. D'abord, en mai dernier, la Ville avait annoncé un important projet résidentiel dans le secteur. Situé à l'est du Vieux-Montréal, le projet Faubourg-Québec est formé à l'ouest de la rue Berry, au nord de la rue Saint-Antoine, à l'est de la rue Montcalm et au sud du fleuve Saint-Laurent. Le pont fera partie de ce projet, mais sa hauteur pourrait être modifiée. La Ville prévoit la construction d'environ 2000 unités de logement, ce qui pourrait attirer 4 à 5 000 nouveaux résidents. Le début des travaux est prévu pour le printemps prochain et les premiers résidents pourraient s'installer dès 1993. Mike Piperny, Le Grand Journal. La production mondiale de fromage est industrialisée à 97 %, ce qui signifie qu'il y a très peu de fromages qui sont affinés de façon artisanale. Pourtant, près de chez nous, à Châteauguay, on retrouve un maître affineur, le seul au pays. C'est pas un goût que je me souviens que j'ai eu à cultiver. C'est un goût... j'ai été élevé avec ça, avec le pâté chinois. C'est venu en même temps. Après plus d'1 an et demi de formation auprès des plus grands maîtres affineurs français, Pierre-Yves Chaput a été intronisé fromager affineur de la confrérie des Chevaliers du Taste Fromage. Je suis allé en France, ni plus ni moins, parce que c'est là où est-ce qu'on travaille le plus les fromages qui sont à base de lait cru, à base de lait non pasteurisé. Et essentiellement, c'était ces fromages-là qui m'intéressaient. Et c'est en France surtout où est-ce que j'ai été chercher la majeure partie de la passion de l'affinage. Lorsqu'il parle d'une époisse, d'un trou du cru ou d'un Pouligny Saint-Pierre, les yeux de M. Chaput pétillent. Beaucoup plus qu'un métier, l'affinage est pour lui une passion. Ça ici, tu vois, c'est un beau fort. Celui-là, il y a 13 mois d'alpage. Ça, c'est noisetté, ça, comme petit fromage. L'essentiel du travail du maître affineur réside dans la façon de faire vieillir les fromages. À partir d'une pâte faite de lait empressurisé et qu'il importe de diverses régions de la France, Pierre-Yves Chaput amène à maturité ses fromages. Quant à ses recettes, elles demeurent secrètes. Mais le goût de ces fromages est de moins en moins secret pour les Québécois. Car même si le Québec n'a pas de tradition fromagère, la population se lance maintenant volontiers à la découverte des grands crus. Un peu comme elle l'a fait il y a quelques années pour les vins. Kathleen Lévesque, Le Grand Journal. Les camelots qui distribuent les journaux de porte en porte sont bien connus du public. Par contre, les crieurs, ceux qui vendent les quotidiens à même la rue et en pleine nuit, qui font sensiblement le même travail et parfois dans des conditions plus difficiles, le sont beaucoup moins. Chaque nuit, une centaine de crieurs envahissent ainsi les rues de Montréal pour y vendre des journaux. Beau temps, mauvais temps, ils se postent au coin d'une rue vers 1h30 de la nuit et ne repartent que vers 8h du matin.
Chaque crieur encaisse 20 du prix de détail du journal vendu. Celui-ci gagne 10 cents la copie. Tu peux faire combien par matinée? Environ entre 20 et 30 $. La majorité des crieurs sont des bénéficiaires de l'aide sociale. Les sommes rapportées à l'aide de la vente de journaux constituent donc pour eux un revenu d'appoint. Les artères les plus passantes sont de bons points de vente et la clientèle est fidèle. Le matin, c'est justement des gens qui sont sur la route, c'est les camionneurs, les gens qui travaillent dans l'industrie, qui ont des chiffres qui débutent à 7 h puis à 6 h du matin. C'est ces gens-là qu'on rejoint. Mais les affaires ne sont plus aussi bonnes depuis que certaines banlieues ont défendu ce type de vente sur leur territoire pour des raisons de sécurité. Les ventes des crieurs, là, peut-être 7 ans, 8 ans, étaient de 25-30 000 par jour. C'était très important au niveau du Journal de Montréal. Un faible pourcentage des ventes est effectué par les crieurs, mais ce mode de distribution permet une plus grande visibilité des journaux ainsi vendus. Parlant de visibilité, les crieurs attirent certainement moins l'attention depuis qu'ils n'annoncent plus à haute voix les grands titres de leur quotidien, une coutume qui avait donné naissance au terme « crieur ». C'est un petit peu le côté poétique des crieurs. Au début, il n'y avait pas d'automobile et les crieurs criaient parce que les gens passaient à pied. Mais si les gens ne passent pas à pied, ils passent en automobile. Ça fait que ça a changé un petit peu le contexte. Julie Vaillancourt, Le Grand Journal. Offenbach, Beau Dommage, Harmonium, Octobre, voilà des noms de groupes très populaires dans les années 70 et qui ont disparu les uns après les autres. Après s'être effacé durant quelques années, la mode des groupes est revenue. L'un d'entre eux, Praxis, gagnant l'an dernier du concours L'Empire des futures stars, tente de s'imposer sur la scène musicale rock avec un premier album. Un an après s'être fait remarquer à l'Empire des futures stars pour la qualité de ses textes, Praxis présente un premier album intitulé Manuscrit et un premier vidéoclip inspiré de la chanson intitulée La vérité écorchée. Quand chaque jour que tu vis, tu te bats pour survivre. Quand les exploiteurs d'idées ne veulent pas que tu vives. Notre idée, c'est plus d'être là à long terme. On veut pas faire, de toute façon, avec la musique qu'on fait, c'est pas de la musique à hit, je veux dire, instantanée, puis ensuite, on se brûle, on reste là 2 ans, on s'en va. Ce qu'on veut faire, c'est plus être là à long terme. On va s'établir tranquillement. Dans le Petit Robert, la définition du mot praxis est toute simple. Cela signifie activité en vue d'un résultat. Les aspirations des membres de cette formation rock sont aussi toutes simples. Se faire remarquer par leur musique et surtout leurs textes à une époque où plusieurs interprètes ou d'autres groupes nous offrent parfois des textes qui tombent dans la facilité. On essaie le plus possible de travailler les paroles pour donner un sens. Habituellement, disons que la musique est bien importante pour les musiciens puis pour le public, puis les paroles, c'est toujours un peu secondaire. Nous autres, on a décidé de mettre le texte comme un peu prioritaire. Puis finalement, ça donne un mix où 50-50%, 50% de la musique, 50% des textes. C'est aussi important pour nous autres. Quand une femme t'évite par réflexe de défense, et quand par ta bouche tu ne peux pas lui dire ce que tu penses. Daniel Daigneault, Le Grand Journal. Après la pause, Lise Lefebvre nous dit que la neige est arrivée pour la nuit. Bien, décidément, Lise, le mois de novembre ne nous a pas gâtés. C'est un drôle de mois, Yves, c'est vrai, parce qu'on a un petit peu de tout. On a des vagues de froid, des vagues de temps doux, mais quand le temps doux est là, le soleil n'est pas nécessairement au rendez-vous. Alors là, c'est quand même un temps d'hiver qui s'annonce pour la nuit prochaine et pour demain. Il y a quelques perturbations qui vont nous influencer. Présentement, d'ailleurs, les nuages sont arrivés, même la neige est arrivée au centre-ville. Il y a quelques flocons, 2 degrés, la pression est à la hausse, 75% d'humidité, des vents du sud-ouest à 20 km à l'heure. Donc, on parlait de quelques systèmes. Avec la carte satellite, on va pouvoir voir justement ce qui va nous influencer. Tout d'abord, il y a une perturbation qui nous vient des Grands Lacs et qui va envahir le sud-ouest du Québec. Donc, c'est déjà commencé. Et cette perturbation, curieusement, va nous donner tout d'abord des flocons de neige. Pour les régions plus au sud, demain, ça devrait se transformer en neige fondante ou en pluie. Et pour l'est de la province, c'est l'inverse. Il y a une perturbation également qui influence l'est donc du Québec.
Cette perturbation a donné de la pluie ou de la bruine en soirée et là, ça va se transformer en neige pour la nuit prochaine et demain. Donc, c'est vraiment des perturbations qui vont influencer l'ouest et l'est du Québec de façon différente. Maintenant, en détail, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, tout d'abord, on peut mentionner que pour ce soir et la nuit prochaine, pour le sud-ouest, il y a de la faible neige passagère. Pour l'est, la pluie se change en neige. Demain matin, 7 heures maintenant. Dans la région métropolitaine, pour l'Outaouais, les Laurentides, il y aura des nuages. Demain matin, ce sera encore de la faible neige passagère qui devrait se transformer par la suite. Mais en tout cas, pour demain matin, de la neige. Pour la région métropolitaine, l'Outaouais, on prévoit une accumulation possible de 5 cm. Pour les Laurentides, un petit peu plus, de 5 à 10 cm cette fois. Pour l'Estrie, demain matin, ce sera de la faible neige passagère. Encore là, il y a possibilité de 5 cm. Pour la Beauce, des flocons de neige et là-bas, on parle de 5 à 10 cm. Plus à l'est maintenant, dans la région de Québec, ce sera demain matin nuageux avec de la faible neige passagère. On parle de 10 cm d'accumulation avec des températures de moins 2 degrés demain matin. Maintenant, pour le Bas-Saint-Laurent, demain matin, il y aura de la neige. On prévoit encore une fois 10 cm d'accumulation. Pour la Basse-Côte-Nord, demain matin, ce sera nuageux. Et pour la Gaspésie, demain matin, nuageux de 0 à moins 2 degrés comme température. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des nuages, des flocons de neige, encore une fois, possibilité d'accumulation de 5 à 10 cm. Pour la Mauricie, possibilité de 5 à 10 cm, encore une fois, de la faible neige passagère demain matin. L'Abitibi-Témiscamingue, de la neige, encore une fois, en matinée avec un moins 8 degrés, possibilité de 10 cm. Pour la baie James, averse de neige dispersée avec un moins 10 degrés. Ce sera évidemment un peu plus froid pour les régions plus au nord. Maintenant, tout au long de la journée, en ce dimanche, eh bien, pour le sud-ouest du Québec, donc l'Outaouais, pour Montréal, pour l'Estrie aussi, il y aura de la neige jusqu'à midi à peu près. Par la suite, ça pourrait se transformer en neige fondante ou carrément en pluie. Alors, ce sera des températures qui vont osciller au point près du point de congélation de 0 à 2 degrés. Pour la Mauricie, ça reste de la faible neige toute la journée. L'Abitibi-Témiscamingue, de la neige avec peut-être des percées de soleil en fin de journée. Maintenant, pour la région de Québec, ce sera de la neige toute la journée. Je vous rappelle, possibilité de 10 cm. Au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça reste de la neige. Pour la Côte-Nord et la Gaspésie, ce sera nuageux. Pour la majeure partie de la journée, la neige devrait commencer en fin de journée seulement. Mais encore là, on peut s'attendre à des accumulations possibles d'une dizaine de centimètres. Pour toutes les régions du Québec, cette nuit et demain, les vents seront modérés et de direction variable pour les prochaines 24 heures. Les aperçus à plus long terme pour lundi prochain. Si on regarde pour le sud-ouest du Québec, l'Outaouais, Montréal, la Mauricie, l'Estrie, Québec, eh bien, ce sera nuageux. Il y aura des éclaircies par moment, des températures qui seront presque stationnaires de 0 à moins 2 degrés, mais par la suite, dans la journée, seront à la baisse et ce sera plus frais par la suite. C'est le même scénario au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la Côte-Nord. Par contre, pour la Gaspésie, il y aura encore de la neige. Pour l'Abitibi-Témiscamingue aussi, il y aura des percées de soleil. Voilà, Yves. Merci, Lise. À demain. Dans quelques instants, à Sport Plus, François Bessette et Michel Villeneuve nous parlent, entre autres, de la visite de Wayne Gretzky au Forum de Montréal. Eh bien, c'est ainsi que prend fin cette édition du Grand Journal de ce 24 novembre 1990. On vous attend demain à compter de 17h30. Ici Yves Bombardier, au nom de toute l'équipe, bonne soirée. Soyez prudents sur les routes et à demain.